Le plus important, c'est que tu sois ici dans cet auditoire et que tu vas écouter la même science que tout le monde. Et donc, si tu rentres à la maison et que tu ne manges pas, ça devrait te motiver à dire, voilà, il faut que j'étudie pour manger. J'ai eu des choix avant cette étape-là, qui étaient des choix faits aussi dans la peur du lendemain. Mais déjà, pour répondre à votre foi, vous dites tout est grâce, vous avez dit, je pense. J'ai envie de dire aussi l'humilité précède la gloire. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Nos vies, nos voix. L'émission qui met en lumière les expériences et les réalités vécues par les afrodescendants à travers des témoignages authentiques et sans filtre. En ce début d'année, beaucoup d'entre nous se fixent de nouveaux objectifs et cherchent l'élan nécessaire pour avancer, malgré les doutes et les obstacles. L'invité que nous recevons aujourd'hui en est un exemple. Conseiller présidentiel, il occupe aujourd'hui une fonction de responsabilité que peu auraient imaginé pour lui. Rien ne le prédestinait à cette trajectoire, et pourtant, il a su transformer les difficultés en levier. Son parcours nous rappelle une chose simple, là où l'on se trouve aujourd'hui ne détermine pas là où l'on peut aller demain. J'ai donc le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Marie Kanda. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Merci, c'est un plaisir et un honneur pour moi d'être avec vous dans ce magnifique studio. Merci beaucoup. Et comme d'habitude, nous avons le docteur et psychothérapeute Tchabou Djamani qui est là aussi pour poser son analyse et son expertise sur les différents sujets que nous allons traiter aujourd'hui. Bonjour et merci Kelly. Toujours un plaisir. Toujours. Alors, comme je l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui, on vous voit dans une position prestigieuse, mais on ne sait pas toujours ce par quoi les personnes dans les positions de décision et autres sont passées avant d'en arriver là. Et c'est de ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Alors, ma première question pour vous serait, quand vous repensez à votre enfance, quel mot vous vient ? Merci déjà de me donner l'opportunité de pouvoir partager mon parcours. J'ai eu depuis quelques années l'idée d'écrire et on m'aide à le faire. Je participe à la rédaction d'un livre qui est intitulé d'ailleurs Le Parcours pour essayer d'expliquer d'où je viens et au moment où il paraîtra où j'en serai, même si je me donne toujours pour objectif de ne pas oublier d'où je viens. Et donc, quand je repasse à mon enfance et à ce que je suis devenu aujourd'hui, le mot qui me vient, c'est la grâce. Wow. Donc, je me dis, c'est une faveur imméritée. Je n'étais peut-être pas conscient que je pouvais atteindre certaines positions parce qu'il y avait peut-être et certainement meilleur que moi et que ça soit moi, je me dis, et je le dis souvent, Dieu peut faire grâce parce qu'il n'y a que lui qui peut faire grâce. Donc ça, c'est le mot qui me vient, la grâce. Ok. Et alors, on va entrer dans l'explication de cette grâce, justement. Alors, je sais que vous êtes l'aîné d'une très grande fratrie. Elle est de combien ? Je suis aîné d'une famille composée de 9 enfants. Wow. Et ma mère m'a eu à 17 ans et ne serait-ce que pour ça, j'ai beaucoup d'admiration, d'estime et d'amour. C'est que tout enfant devrait avoir. Mais quand je repense à sa jeunesse, je peux dire rétrécie de sa vie de fille, parce que mon père l'a épousée. Il est vrai que dans le contexte de l'époque, ça aurait été une faveur qu'elle soit mariée, mais qu'elle m'ait eu à 17 ans, et surtout qu'elle soit devenue veuve à 35 ans, et qu'on était à 9 au moment où elle devient veuve. J'ai un regard vraiment admiratif pour ma mère, pour ce qu'elle a fait pour nous. Et je sais que ça n'a pas été facile. Et c'est de là que je tire peut-être deux fois ma force de se dire, mais voilà, en tant qu'aîné de la famille, quand mon père meurt, j'ai 18 ans. Mais du coup, tu vois, à ces enterrements où tout le monde semble se disponibiliser à dire, ils seront là pour vous. Mais puis,
très tôt, vous vous rendez compte qu'en fait, qu'ils ne sont pas là et que tu as un regard vide, mais que tu as des objectifs à atteindre et que tu as des amis dans le quartier qui ont encore leurs parents et qui se projettent, dès qui tu apprends que voilà, eux, son papa a dit qu'il irait à tel endroit, mais toi, tu n'as presque plus de repères. Et donc, tu dois faire des choix de vie, mais tu les fais seul. Surtout que pour mon cas, ma mère n'a pas beaucoup étudié ou elle a fait des formations, mais elle n'a pas étudié. Donc, quand je me projetais pour aller à l'université ou pour ceci, elle ne comprend pas les enjeux de mes choix. Et d'ailleurs, un de mes premiers choix était de devenir prêtre. Donc, bon, elle trouvait que c'était normal, déjà qu'on était très actifs à l'église à l'époque. Donc, mais puis, quand je suis allé à Lubumbashi pour faire mes études, parce que nous, on a grandi à Kolwezi, quoique je sois né dans un petit village à Bunkea, un jour, quand je décide de ne plus être prêtre, il faut rentrer à l'université, mais trouver de la place à l'université à l'époque, c'est pas évident. Et donc, je décide d'aller à l'ISP. Donc, l'ISP, c'est l'Institut pédagogique national. Alors, je vais faire un test pour être admis là-bas en chimie physique comme département. Alors, j'informe ma mère que voilà, j'ai les résultats de test. Et pour ISP, j'ai réussi, je vais être admis. Et je n'oublierai jamais, ma mère me dit, Jean-Marie, mon fils, tu veux être, et ce qui est intéressant, elle dit, tu veux être seulement enseignant. Et donc, le fait qu'elle me dise que je veuille être seulement enseignant a tout changé. Et moi, je lui dis, non, je serai licencié en chimie physique. Elle me dit, ISP, c'est pour être enseignant. Mais ce qui me frappe, c'est qu'elle insiste sur seulement, comme si, voilà, pour elle, elle ne me voyait pas que ça. Et moi, j'ai pas d'autre choix. Je me dis, bon, j'ai pas de papa pour payer les études, j'ai pas quelqu'un pour essayer d'aller m'obtenir une inscription à l'université où j'avais aussi la possibilité d'être ingénieur ou médecin. Mais pour moi, ce qui importait, c'était avoir un diplôme. Et donc, moi, être licencié en chimie physique me suffisait à mes yeux. Mais, tu vois, ma mère, pour elle, si je fais l'ISP, il est vrai que c'est une institution de pédagogie, donc on t'apprend à être enseignant à l'école secondaire, etc. Mais ma mère se projette pour dire, si je fais ça, je ne serai que. Mais alors, dans ce contexte-là, pourquoi c'était si important pour toi d'être licencié et d'étudier? Est-ce que ça venait justement de ton père? Parce que tu as quand même vécu avec lui pendant 18 ans. Donc, quels sont les souvenirs que tu as de ce moment, de cette époque-là et de cette éducation-là? Si, c'était... il fallait étudier, aller plus loin. Et d'ailleurs, mon père avait fait ISP lui-même, après qu'il ait un parcours qui avait commencé par le séminaire, il a failli devenir prêtre aussi, et puis il a abandonné, mais ça, je crois que si on doit en parler, ton temps d'émission et de podcast va vite être passé. Mais il y avait cette volonté ancrée que papa voulait qu'on étudie. À mes 18 ans, moi j'étais ce garçon aîné de famille, mais que je n'avais pas droit à l'erreur. Donc, même pour des fautes commises par mes jeunes frères ou quoi, cela se rapportait sur moi parce que moi j'étais supposé être le modèle. Soit que je ne leur avais pas averti qu'il ne fallait pas faire ça, etc. Donc c'est sur moi que la brimade arrivait. Donc dans ces années-là, moi, on pouvait me tirer les oreilles, on pouvait me donner des coups de règle au doigt, on pouvait me mettre à genoux, ou je pouvais avoir une gifle, mais c'était normal pour n'avoir pas fait ce qui n'avait pas dû être fait, quoi. Et donc, j'ai déjà cette étape-là. Donc, il faut réussir, et vous avez des modèles. Mais tu vois, l'enfant de tel, tu vois, il réussit. Et pourquoi vous ne devez... Donc, il n'y avait pas d'excuse pour dire, moi, je ne peux pas être premier de la classe. Parce que les autres enfants, ils disaient, ils ont 10 doigts, ils ont 2 yeux, un nez avec 2 narines, mais pourquoi ça serait impossible pour toi? Et donc, cet environnement-là me poussait à aller plus loin.
Mais à notre époque aussi, et à l'Institut où moi j'ai étudié, on avait aussi la possibilité, dès qu'on avait son diplôme de technicien A2, d'être engagé à la GCAMI. Donc à 17 ans, 18 ans, 19 ans, des jeunes allaient travailler. Mais du vivant de mon père, ce n'était pas des options à choisir. C'était, il faut aller à l'université, et quand on pouvait rêver même plus, on m'enverrait en Europe. Donc, on rêvait déjà qu'on va prendre un avion, on va aller découvrir un autre endroit. Donc, quand il meurt déjà, on dirait, tous ces rêves-là s'arrêtent. Pour l'anecdote, moi, quand j'ai pris l'avion pour la première fois, j'avais déjà 30 ans et c'était juste pour venir en Europe pour faire mon parcours de thèse. Donc, tu vois l'effet que ça pouvait faire sur et ceux de ma famille et moi-même pour dire, enfin, un de nôtres est monté dans l'avion. Tu t'imagines ce que ça pouvait représenter. Et donc, étudier était quelque chose que papa aurait voulu voir. Et avec du recul, je me dis, mais aurait-il été vivant, aurais-je eu ce parcours? Peut-être que j'aurais fait des choix orientés peut-être par lui, mais j'ai 38 ans de ma vie où j'ai fait des choix seul parce que même ma mère ne pouvait pas le comprendre. Mais aujourd'hui, comme je dis, par la grâce, ces choix se sont révélés être porteurs d'une réussite au regard de d'où je viens, mais peut-être que c'est un parcours normal pour d'autres, mais moi je trouve que c'est un parcours exceptionnel. Oui, je suis d'accord. Oui, tout à fait. Et je me dis, ça devait être beaucoup de pression. Déjà, aîné, on prend les coups pour les frères ou sœurs qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. Il y a déjà une pression en général quand même sur les aînés, surtout les aînés africains, qui doivent être le modèle, qui doivent être vraiment la vitrine de la famille. Et puis en plus, là, le père décède, maman est assez jeune, elle n'a pas eu une formation comme papa avait, et donc ça fait beaucoup de pression sur vous, que vous avez réussi à utiliser positivement, parce que la pression, ça peut être positif, ça nous pousse en avant, mais ça peut aussi nous paralyser, de se dire, mais comment je vais faire par rapport à tout ça? Vous ressentiez cette pression? Exact, oui, je le ressentais, parce que tu as le choix de dire, bon, de toute façon, la vie, c'est elle qui m'a imposé ça. Donc, je n'aurais pas à me justifier pour dire, bon, si j'ai pas beaucoup étudié, mais en fait, les circonstances ont concouru à ce que je n'étudie pas. Donc, mais d'autre part, je me disais, mais pour être mieux, il faut que j'aille challenger cette vie, que j'aille étudier, etc. Parce que dans mon univers d'enfant, ceux qui étaient chefs, c'était des ingénieurs, des médecins, etc. Et donc, j'ai fait des études techniques au secondaire. Donc, je me disais, pour que je sois mieux et que j'aide ma mère, que j'aide mes frères, il faut que je devienne aussi ingénieur, etc. Donc, il y avait cette pression en me disant, si j'abandonne, les autres, qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc, il faut que je fasse. Et je l'ai fait jusque, bon, je peux même dire, je continue à le faire parce que je les porte. Et aujourd'hui, on dit le grand frère de tel, on dit mais votre frère. Mais il y a cette pression, effectivement. Et je me rappelle toujours, ma mère avait cette expression qui disait, pour peu que nous soyons sous un toit, tout ce qui se passe dans notre maison, qu'on n'ait pas mangé, qu'on ait eu seulement un verre d'eau, etc., personne ne le voit. Il n'y a que nous ici. Et donc, on va se contenter de ça. Et puis, le jour où on aura mieux, ceux qui sont à l'extérieur ne le sauront pas non plus. Donc, et elle avait un principe, si quelqu'un vient chez nous nous visiter, comme on n'a rien, mais faites toujours en sorte qu'on puisse lui donner un verre d'eau. Et donc, on avait un principe, dès qu'un visiteur arrivait chez nous, c'était, on vous sert un verre d'eau, parce que pour ma mère, c'était en buvant, il va nous laisser la bénédiction, ne serait-ce que c'était un verre d'eau. Et on l'a fait. Mais à la vérité, on n'avait pas mieux à lui offrir. C'était ça. Et donc, la pression que tu as, les moyens ne suivent pas. Et puis, tu es ce jeune homme-là qui vit dans un environnement avec d'autres, qui peuvent avoir des jeans Loïs ou Makin ou je ne sais quoi, qui ont des baskets Kelm, etc. Mais bon, toi, tu ne sais pas y accéder.
Mais pourtant, du vivant de ton papa, tu y accédais. Donc, ça te brise, ça te demande comment tu dois te comporter. Et donc, tu as ces uniques habits que tu as tous les jours. Et tu as à la fois, tu fais comme si tu es un appel à la pitié, c'est que je n'aimais pas déjà, et pas à la compassion. Parce que la compassion, c'est cette pitié accompagnée d'un acte ou d'un geste qui permet à résoudre ou à te sortir de la situation qui a provoqué la pitié. Mais or, les humains n'ont pas ça. Ils constatent que, mais voilà, c'est malheureux, on aurait pu, mais ils ne vont pas à faire la chose. Donc, j'étais là, j'avais peut-être des bonnes actions dues au fait que, bon, voilà, je l'ai dit souvent à mes étudiants, tout ce que j'avais de beau, c'était mon visage. Et donc, les gens avaient l'impression de parler à un petit mignon ou à un jeune homme, mais qui ne paraissait pas. Donc, en fait, on dirait que mon image ne correspondait pas à mon état. Et donc, on se disait, mais comment il se retrouve dans cet état? Et donc, on peut te donner un pantalon, on peut te donner une paire de chaussures, usées ou pas, mais bon, ça reste. Mais ça te forme, parce que tu te dis, il faut le changer, et voilà. Et donc, je sais qu'après cette période de deuil, la famille a été un peu séparée. Comment avez-vous vécu cette période-là alors? Là où vous partez à Lubumbashi, du coup, poursuivre vos études, mais la famille est les frères et sœurs sont un peu éparpillés, maman aussi. Cet épisode-là est douloureux. En fait, il se fait aussi des événements sociopolitiques dans Kolwezi, Likasi, etc. Mais moi, j'étais déjà parti à Lubumbashi. Donc, quand je vais à Lubumbashi, j'atterris dans une famille chez ma grande cousine qui m'accueille. Voilà, c'est mon frère, il a perdu son papa. Donc, il faut t'aider à réussir. Mais tu as aussi là une pression. Parce que quand tu arrives dans une famille où il y a des enfants presque de ton âge, mais toi, tu es l'oncle et il faut montrer l'exemple. Et donc, tu ne fais pas comme eux. Donc, quand eux, ils vont sortir ou faire, entre guillemets, une bêtise, toi, tu ne dois pas la faire parce que, tu es supposé être l'oncle qui devrait recadrer, mais au-delà, tu vis chez autrui, entre guillemets. Donc, ce qui est permis pour les enfants de la maison n'est pas nécessairement permis pour le visiteur. Donc, tu es là aussi dans une position assez délicate. Mes frères et sœurs, ils sont allés dans une autre province et c'est pas évident pour eux. J'ai pas toujours un contact permanent, donc tu ne sais pas comment ça se passe. Alors j'ai un jeune frère qui vient avec moi à Lubumbashi, donc dans nos misères là, on peut se partager un pantalon ou on peut rire. Et j'ai paix à son âme, il faisait beaucoup rire, mais en fait toutes les blagues étaient pour oublier un peu ses peines quotidiennes. Et donc, vous vivez un peu dans cet état d'esprit. Puis, très vite, je vais même devoir quitter chez ma grande cousine pour d'autres considérations sociales dans la famille. Et donc, là, tu es perdu parce que ton point d'attache vient d'être rompu. Et alors là, tu te retrouves, entre-temps de ma foi catholique, j'ai dû aller déjà aussi rencontrer les églises des réveils. Et donc, tu as une autre notion de, voilà, ce que Dieu peut faire. Et donc, j'ai vécu dans des familles où j'étais pas attendu nécessairement et dans lesquelles il fallait être utile. C'est ainsi que je me suis retrouvé aussi à vendre dans un kiosque, dans une boutique. Et donc, tous ceux-là qui me voyaient, ils voyaient un jeune homme travailleur. D'autres ont pensé même pendant longtemps que je n'étudiais pas. J'ai toujours une anecdote, il y a un prof, Birourou, il habitait dans le quartier et pendant longtemps, il venait acheter à la boutique ou au kiosque, il voyait ce jeune homme. Et puis plus tard, moi je suis devenu professeur d'université, lors d'une manifestation, il me salue, puis il se rend compte que le visage le ramène. Alors il me pose la question facilement, mais il y a quelques années, ça faisait déjà une quinzaine d'années, il dit, il y avait un jeune homme sur telle avenue qui semble quand même vous ressembler. Alors, imaginez ma joie de vite dire que c'était moi. Et il était émerveillé pour dire, donc, tu étais étudiant et tu as fait ce parcours.
Donc, c'est des choses qui renforcent, mais qui te mettent aussi en responsabilité pour dire, voilà, tu ne dois pas échouer. Donc, tu dois travailler plus que tout le monde, parce que toi, tu n'auras pas de faveur. Tu n'auras personne pour te redonner de la chance, pour te donner encore les frais des Minerval. Donc, il faut réussir. Mais je n'ai pas dit que dans mes débuts, il est vrai que quand j'ai fait la préparatoire, je l'ai échoué 2 fois. Mais vous imaginez la pression que j'avais pour dire, mais on m'a donné l'opportunité d'étudier, mais puis j'échoue d'abord. Aujourd'hui, je peux dire, je n'échouais pas parce que je n'étais pas intelligent, mais il y avait tellement d'autres réalités. Mais une fois que j'ai franchi la préparatoire, je n'ai jamais plus rien échoué et c'était parti. Et dans tout ça, quel était votre état d'esprit? Est-ce que, vous preniez le temps de célébrer vos petites victoires? Parce que c'est aussi important de temps en temps de célébrer. Est-ce que vous réalisiez même les choses que vous étiez en train de réaliser un peu tous les jours, un petit argent par-ci, réussir ses études, etc.? Non, sincèrement, je ne réalisais pas. Je trouvais que, bon, voilà, aujourd'hui, je passe de promotion, mais qu'est-ce qui va advenir l'année prochaine? Et puis, j'ai réussi encore, qu'est-ce qui va advenir? Donc, on dirait, à chaque fin d'année académique, ça devenait une peur pour dire, bon, l'année suivante, je vais faire quoi? Je serai où? Qui va payer? Qui va être, entre guillemets, ce sponsor? Ou qui va croiser mon chemin et qui va dire, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, mais c'est intéressant. Vous savez, il y a toujours ces phrases-là. Si jamais tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Mais à la vérité, une fois qu'on a décidé de ne pas hésiter, on trouve toujours la personne qui avait été disponible. Souvent, il a ou elle a déjà une autre responsabilité. On n'a plus le même élan. Et donc, on est un peu déçu. Et donc, il fallait se battre différemment. Mais j'ai pas eu le temps de réaliser ce qui m'arrivait. Et si je dois avouer, il n'y a pas très longtemps que j'ai réalisé de dire « Waouh, quel parcours !» Lorsque je suis nommé doyen de la faculté polytechnique. Je suis déjà prof, j'ai déjà gravi, je peux dire, tous les échelons administratifs. Et puis, je suis dans mon bureau de doyen. Et ce jour-là, je me dis « Waouh, je suis doyen de cette grande et prestigieuse faculté. » Maintenant, je regarde mon parcours d'étudiant. J'ai dit, quand j'arrivais dans cette faculté, en tant qu'étudiant, je pouvais même pas m'imaginer que je serais professeur dans cette faculté. Pour moi, c'était devenir ingénieur et puis aller travailler. Mais maintenant que je suis doyen de la faculté, j'ai la responsabilité administrative, j'ai une responsabilité de visionnaire pour la faculté. C'est là que je me rends compte, mais waouh, j'ai réussi quelque chose d'extraordinaire, parce que j'avais des profs qui étaient mes modèles, mais qui n'étaient jamais devenus doyens. Donc, et puis, être doyen, ça me colle à la peau. Depuis ce jour-là, dans mon parcours, j'ai été doyen d'une aussi prestigieuse faculté. Là, je réalise. Même quand je soutiens ma thèse ici, je ne réalise pas encore qu'est-ce que je viens de faire, parce que ce n'est qu'une continuité. J'ai été assistant, chef des travaux. Pour être prof, il faut faire une thèse, donc c'est un parcours normal. Mais être doyen, c'est être choisi parmi ses pairs pour certainement des valeurs, des qualités que d'autres peuvent avoir, certainement. Mais puis, le choix managérial se porte sur ta personne. En ce moment-là, je me dis, waouh! Et je crois, dès l'instant où je suis doyen et par ma manière de faire les choses, mon réseau s'élargit, j'entre dans d'autres sphères, et là, les choses s'enchaînent, on lit une ordonnance, on te nomme à tel endroit, etc., jusqu'à ce que je devienne un conseiller principal du chef de l'État. Mais la conscience, elle est prise. Je peux dire, quand je deviens doyen, que je me réalise, waouh! Mais toutes les autres étapes, je trouve que c'est normal. Je me dis, bon, je suis intelligent, c'est normal, etc. Ouais. C'est un peu comme si, avec cette... on dit une nomination comme doyen, il y a une reconnaissance
du monde académique, exact. et ah ouais, ils me reconnaissent, et quelque part, ça vous amène à vous reconnaître vous-même, Exact. et à sortir de l'instinct de survie, vous avez toujours été. J'ai Exact. réussi la première année, on ne sait pas pour la deuxième, et c'est vraiment continuer à se battre pour arriver. Et là, finalement, je me dis, mais peut-être qu'en fait, je suis arrivée, on me reconnaît, et ça vous amène justement à vous arrêter et à apprécier tout ce qui s'est passé, parce que vous entrez dans un autre mindset par rapport à la question que tu posais, où je ne suis plus en instinct de survie. Oui. Je peux vraiment me poser, savourer et apprécier, et moi-même me reconnaître dans tout ce que je fais. Effectivement, vous avez totalement raison. J'ai eu des choix avant cette étape-là, qui étaient des choix faits aussi dans la peur du lendemain. Vous voyez, je prends un exemple. Ma femme ne va peut-être pas, va être surpris que je le dise peut-être comme ça. Vous savez, même quand il faut avoir des enfants, mais tu te dis, mais si j'en ai 4, mais comment on va faire? Est-ce qu'il y aura la pomme pour tout le monde? Est-ce que vaut mieux que j'en ai 2, que j'en ai 3? Parce que avec les moyens que j'ai, vous avez cette réflexion-là, mais elle est en fait conditionnée au fond par, écoute, voilà, faut pas que eux aient ton parcours, il faut, vous voyez, mais après, je me dis, ah mais non, et j'avais une réflexion, je disais, si j'en ai beaucoup et que je n'ai qu'une petite voiture, comment ils vont être dedans, etc. Donc, tu as peur de poser certains actes en te disant, ah mais si jamais ça barre d'ici, comment j'ai réagi? On ne prend pas des risques. Et j'ai eu un parrain de mariage qui un jour, je crois, m'entendant parler ou quoi là, va m'offrir un livre qui est en anglais, Poor Dad, Rich Dad. Et ce livre-là, pour faire simple, un père qui a eu 10 enfants est devenu riche, et il dit il est devenu riche parce qu'il avait 10 enfants. Et un autre dit, voilà, moi j'ai eu 10 enfants et c'est à cause de ces 10 enfants que je suis devenu pauvre. Parce qu'il fallait que je travaille pour eux. Et l'autre, pour lui, les 10 enfants étaient une motivation. Et il me l'a offert, il dit, allez, tu dois lire ça, peut-être ça va te changer. Pour les mêmes, on va dire, références, dans les mêmes conditions, un émerge et un autre échoue. Quoi. Et moi, j'avais quand même une question pour vous, docteur. Est-ce que c'est important de célébrer justement ces petites victoires ou encore de les reconnaître consciemment? Moi, je crois que oui. Moi, je crois que oui, parce que déjà, ça nous fait du bien de les célébrer, de les voir. Et ça, moi, je trouve, ça nous fait entrer dans un cercle vertueux. Ce plaisir qu'on a eu à célébrer tel événement, on s'est senti bien, on était content. Mais on a envie de revivre encore ce moment-là, et donc ça peut nous motiver à réussir d'autres choses qu'on va pouvoir célébrer. Et je pense que c'est important pour nous, ça nous fait du bien. Et je pense que c'est un témoignage aussi pour les gens qui vivent avec nous, autour de nous, qui nous voient vivre, pour dire la vie c'est chouette, la vie ça a du goût. C'est pas toujours de se battre et d'avoir peur des lendemains. Je crois que c'est important de colorer positivement sa vie. Moi, j'ai envie de dire. Ouais. Okay. Et alors, par rapport à votre parcours dans l'enseignement, c'est aussi le fait d'être professeur et de pouvoir, je pense, se voir dans les élèves que vous côtoyez tous les jours. Est-ce que ça vous permettait d'impacter leur vie d'une certaine manière? Ou est-ce que ça vous faisait plaisir d'impacter leur vie d'une certaine manière? Est-ce que vous partagiez un peu votre vie avec eux? Oui. Mais bon, mieux vaut que eux disent quel a été l'impact que moi j'ai sur leur vie, leur parcours. Aujourd'hui, ça va faire une vingtaine d'années que moi je suis en contact avec les étudiants. Du retour que j'ai pour la majorité d'entre eux, j'ai été un modèle, je suis inspirant pour eux. Ils ont un parcours, ils retrouvent en moi un parcours d'étudiant exceptionnel, etc. Oui, j'ai eu conscience, à défaut d'être devenu prêtre, donc j'ai eu l'occasion d'avoir la responsabilité d'être devant des jeunes gens qui arrivent, et c'est là que je me rends compte que la parole d'un prof ou le transfert de connaissances, les étudiants, ils croient en nous, parce qu'en fait, ils viennent apprendre, et tout ce que le prof dit, pour eux, c'est paroles, je veux dire, d'évangile. Donc, on a une responsabilité par rapport à ça. Et moi, tous mes étudiants le savent,
ma première séance de cours, c'est de rassurer chaque étudiant qui arrive en témoignant un peu de l'étudiant que j'étais, pour les rassurer que sa condition actuelle de quand il est étudiant ne détermine en rien s'il va échouer ou s'il va réussir, etc. Et je dis souvent aux étudiants que tes parents soient venus te déposer ce matin à la faculté et que tu as dans ton sac un sandwich jambon fromage et que toi qui t'es réveillé le matin à 5 heures, tu vis avec ta grand-mère dans une maison sans carreaux, sans faïence ou quoi, et tu as parlé à ta grand-mère en swahili pour qu'elle te donne un peu d'argent, etc. Tout ça ne compte pas. Le plus important, c'est que tu sois ici dans cet auditoire et que tu vas écouter la même science que tout le monde. Et donc, si tu rentres à la maison et que tu ne manges pas, ça devrait te motiver à dire, voilà, il faut que j'étudie pour manger. Mais ça ne doit jamais être un motif d'abandon. Donc, et mes étudiants le comprennent très vite. Et puis deux, je me retrouvais toujours dans ça. Je pouvais regarder un étudiant, puis je me dis, waouh, j'ai l'impression que lui, là, il vit ce que je vivais. À les regarder seulement. Et donc, très vite, ma porte, mon bureau est souvent envahi d'étudiants qui viennent soit se confier, qui viennent redire leur situation. Et par moment, et pendant plusieurs années, j'ai été obligé même de subventionner ou de payer les études des l'un des autres ou d'être à l'écoute. Et d'ailleurs, cette manière de faire a fait que je sois devenu un des premiers vice-doyens à la Polytechnique et même à l'université de Lubumbashi, chargé du tutorat. Parce que quand on a voulu créer un vice-doyenat qui soit disponible pour écouter les étudiants, comprendre leurs difficultés, mon profil a été vite choisi et proposé. Et donc, si, je peux témoigner ici que beaucoup d'étudiants ont été impactés par mon parcours. Et aujourd'hui, d'ailleurs, à ce que je sois devenu, j'ai eu quelques reconnaissances, des prix, etc. Quand je les rencontre, ils sont prêts, ils me disent toujours, on est fiers de vous. J'ai eu un parcours aussi professionnel dans un monde industriel et j'allais souvent dans les entreprises minières où plusieurs de mes étudiants ou mes contemporains travaillent. Et je peux vous rassurer que quand j'arrivais dans chaque usine, tous les ingénieurs s'arrêtaient pour me dire bonjour et me demander qu'est-ce qu'on peut faire. Et mes collègues sud-africains, zambiens que j'amenais avec, ils se disaient, mais comment on te connaît ici? Tout le monde a un respect profond pour toi. Et c'est là. Donc, parce que déjà au départ, moi-même, j'avais beaucoup de respect pour mes propres étudiants en me disant, ils sont sur un parcours de 6 ans, mais au bout de 6 ans, il est mon collègue, il peut devenir mon chef. Donc, je n'avais pas une ascendance telle que, voilà, il faut les maintenir sous mon autorité. Non, mais je faisais en sorte que, voilà, ils ont juste un parcours. Et j'avais une phrase qui disait, l'avantage que j'ai sur vous, c'est que je sois né peut-être avant vous et que j'ai la craie à l'estrade. Mais peut-être dans la salle, il y a des gens plus âgés que moi qui auraient pu aussi être là, etc. Donc, je n'avais pas à m'enorgueillir ou à trouver que, voilà, c'est exceptionnel. Vous voyez, vous n'atteindrez jamais ce niveau. Non, j'avais conscience déjà du fait que moi-même, j'ai eu un parcours, d'autres qui m'ont enseigné, mais n'ont pas eu la possibilité de faire une thèse de doctorat. J'avais beaucoup de respect pour eux et j'ai continué à l'avoir. Mais ça me permettait aussi de me projeter dans ces étudiants qui, plus tard, pouvaient devenir mes chefs, etc. Donc, voilà. Et alors Moi, je voulais juste rebondir sur... vous avez dit que vos étudiants croyaient en vous. Et moi, j'avais à en dire, mais vous croyez en eux. Et ça, quand une figure d'autorité, parce que vous étiez une figure d'autorité, croit en vous, déjà, ça nous valorise, ça nous aide à avoir plus confiance en nous. Et votre témoignage était aussi une belle invitation à avoir confiance en soi et persévérer, de se dire, effectivement, on n'a pas tous les mêmes chances au départ. Celui qui est venu en voiture, comme vous disiez, l'autre qui est venu avec sa grand-mère et tout ça, on a des avantages ou pas. Mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Ça, je pense que ça change tout. Ils se retrouvent tous sur le même banc d'université, ils vont tous écouter,
mais comment ils vont rebondir avec ce qu'ils ont obtenu. Et ça, je pense, c'est vraiment important. C'est ces paroles qui vous font dire, on croit en toi, c'est possible, quel que soit ce que tu as reçu, parce qu'il y a ce qu'on reçoit de l'extérieur, mais il y a tout ce qu'on a à l'intérieur de soi aussi, à ne pas oublier. On a des ressources, mais parfois on est tellement coupé de ces ressources, on nous a tellement dévalorisé que on n'y croit plus. Et là, quelqu'un qui vous dit, mais moi je crois en toi, et puis lui il est prof, il est ci, je crois que c'est vraiment quelque chose de très très impactant et très puissant de pouvoir non seulement transmettre une matière et tout ça, mais des valeurs quelque part de respect les uns des autres et de se respecter, de croire en soi. Ça ça me touche beaucoup d'entendre ça. Je leur disais toujours, bon voilà, quand ça devient difficile, pense à ce que moi j'ai. En fait, je leur disais, ce que vous vivez là, je l'ai vécu. Donc, il n'y a rien. Rentrer à la maison et ne pas manger, je l'ai déjà vécu. Et je leur disais, il faut choisir ses pleurs et ses joies. On peut ne pas manger et pleurer. On peut aussi ne pas manger et être en joie. Quand on est heureux, etc., on oublie même qu'il faille manger. Mais quand on est aussi en peine, etc., on peut ne pas aussi manger. Mais voilà, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas à manger que toi, tu ne dois pas faire ce que tu devrais faire pour que le lendemain soit changé. Et ça, ils les comprenaient, parce que je leur disais, bon voilà, deux fois, j'ai raconté une histoire et à la fin, je leur disais, voilà, vous voyez, toute cette histoire-là, il s'agit de moi. Et donc, si vous me voyez aujourd'hui, donc il y a un parcours derrière qui peut être le vôtre, donc il ne faut pas vite abandonner. Et est-ce que dans ce parcours, donc pendant que vous êtes en train de gravir les échelons, est-ce que vous avez déjà souffert du syndrome de l'imposteur? De ne pas vous sentir, peut-être de vous sentir, je sais pas si je dois pas à dire. votre place? Oui. Pendant que, voilà, vous arrivez quelque part, on vous salue, toute cette reconnaissance-là, est-ce que c'était pas des fois un peu trop? Est-ce que ça créait pas en vous peut-être des sentiments de doute? Est-ce que vraiment c'est moi qui parle là? Est-ce que c'est à moi qu'on va donner ce prix? Est-ce que tout au début, non, mais je peux dire que avec ma position actuelle, ça oui, je commence à me dire, mais oh, c'est moi, deux fois, je le refuse. J'ai dit, non, 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 il faut me laisser être moi. Et on me dit, non, tu n'es plus le toi que tu avais ici, tu ne dois plus faire ça. J'avais, par exemple, un café que j'ai fréquenté pour boire mon cappuccino ou quoi, causer avec des amis. Et une fois, je suis rentré, je suis allé là-bas. Ah, mais comment, toi, tu es parti là-bas? Tu sais, avec ta position, tu ne devrais plus. Et moi, je dis, mais les mêmes personnes que j'y rencontre, c'est les mêmes qui m'y voyaient. Et puis, peut-être qu'après, je devrais retourner ici. Donc, j'ai l'impression que, des fois, porter ma position me coupe ou m'éloignerait de mon environnement où eux savaient que, voilà, je suis ça et que ils pouvaient être... Mais je comprends aussi que, par moment, pour des questions sécuritaires, des questions de ne pas toujours recevoir, on va dire, toutes les doléances parce qu'on est, je ne dirais pas trop accessible. Donc, le protocole voudrait que, bon, voilà, tu ne sois plus à tel ou à tel autre endroit. Mais c'est à ces égards-là que je sens ce que tu appelles le syndrome de l'imposteur. Mais naturellement, moi, je suis très, très social. Donc, on me dit même, mais tu es trop accessible. Moi, je dis, mais j'ai toujours été. Parce que mon parcours n'a été réussite que grâce à un réseau, parce qu'il y a eu un homme qui est intervenu, une femme qui a porté deux fois mon fardeau, etc. Donc, je n'aimerais pas aujourd'hui penser que ce que je suis n'est le fruit que de mes sacrifices ou de mon travail. Non, mais il y a aussi un travail dans l'ombre effectué par des gens qui ont très vite cru en moi, je trouve, parce qu'ils pouvaient le faire aussi pour X, pour Y, mais leur choix est tombé sur moi. J'ai besoin de faire des analyses pour mes résultats, travaux de fin d'études, mais j'ai pas d'argent pour une personne croire à peine que tu lui expliques ce que tu veux faire. Voilà, oui, ça m'est arrivé, mais comme je le disais, j'ai eu des reconnaissances
très tard, de me sentir, j'ai réussi à réaliser ça. Mais comme tout au début, je sens que ce n'est que la grâce, parce que rien ne me prédestinait. Mais aujourd'hui, à la lecture de la parole de Dieu, je me dis, mais Dieu, lui, il savait, il peut tracer droit avec des lignes courbes, mais c'est placer aussi des personnes que toi, tu dois vite aussi détecter et croire. Il ne suffit pas de dire, voilà, donc, je ne vais pas dire un flair, mais tu as un élan qui fasse que, je peux quand même suivre l'orientation, le conseil d'un tel, je peux m'attacher à tel, qui viennent dans ta vie, qui partent, etc. Comment on fait? J'avais, moi, et je continue à l'avoir, un principe. Toute personne qui arrive dans ma vie ou dans mon milieu, pour moi, c'est un investissement social. Donc, dès qu'on se connaît, pour moi, on ne doit plus jamais se quitter. Je ne concevrais pas qu'on puisse se croiser, que nos chemins se croisent et qu'on ne se dise pas bonjour. Non, on peut ne pas se fréquenter au quotidien, mais on doit garder des bons rapports, parce que moi, je sais ce que valent une relation, un investissement social, etc. Donc ça, c'est qui m'a bâti, c'est sur base de ça que j'ai évolué. Le matériel, je trouvais que, bon, voilà, c'est des choses que les gens gagnent, etc. Mais le plus important, c'était m'instruire, avoir de la connaissance, parce qu'il n'y a que par là que je pouvais aussi ouvrir ma bouche et parler. Parce que quand les autres pouvaient parler, qu'ils sont bien habillés ou qu'ils ont été en vacances, tout ce que moi j'avais expliqué, que c'était, bon, voilà, cette réaction chimique, elle se fait comme ça. Là aussi, d'autres pouvaient se taire pour dire, il faut l'écouter. Et voilà. Chacun avait son apport. Et pour ceux qui souffrent un peu plus de ce syndrome de l'imposteur, quels conseils aurez-vous ou quelles armes pouvez-vous donner pour surmonter le fait de ne pas se sentir à sa place? Mais ce que je dirais, moi, c'est d'apprendre à se connecter à soi-même, de pouvoir apprécier les choses concrètement. Je vais essayer d'être plus claire. Je me sens pas à ma place, c'est pas moi qui devrais être là, mais qui a écrit ce rapport, qui l'a présenté, qui a fait les recherches? C'est moi. Et donc vraiment pouvoir voir, mais sur base de quoi tu dis ça, pouvoir s'appuyer sur des choses concrètes. C'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Et du coup, se dire, mais en fait, où est l'imposteur? Puisque celui qui doit faire le boulot, c'est moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et c'est pour ça que c'est important de célébrer aussi. Ça veut dire, je me dis, t'as vu, c'est toi qui as fait ça. Grâce à ci, grâce à ça. Et je crois que pouvoir nommer concrètement ce qui se passe, ce qu'on fait, je crois que c'est un chemin pour pouvoir sortir de cette place d'imposteur, en fait. Voilà. Parce que l'imposteur, il n'a rien fait pour être là. Et nous, on a fait plein de choses. Donc ça, c'est important de le voir. De le voir, nous. Et peut-être parfois aussi de faire appel à l'autre. Tiens, je sais pas, moi, qu'est-ce que tu penses de ci ou ça? Et parfois, on est tellement étonnés quand on demande aux gens ce qu'ils pensent de nous, ils nous sortent des choses, même nous, on se dit, waouh, vraiment, ouais, t'es ci, t'es ça. Tu as telle qualité, tu as telle capacité. Et voilà, je pense que se reconnaître soi et demander la reconnaissance de l'autre et mettre les deux ensemble et se dire, tout le monde fait. Voilà, peut-être que d'autres auraient pu être là, mais c'est moi qui ai fait le boulot, c'est moi qui ai été choisi. Donc, voilà. Je suis à ma place. Exactement, pour rebondir à ça, c'est que deux fois, une réussite ou une mise en lumière peut apporter ce fait-là où, bon, on se célèbre, on dit, voilà, j'ai un parcours sans pour autant être orgueilleux ou avoir un comportement un peu ostentatoire. Mais cela aussi provoque une lecture de votre personne par d'autres qui, deux fois, peut être contradictoire ou étonnant pour soi. Moi, j'ai des personnes, majoritairement, qui me disent, waouh, tu es ceci, tu es ça. Mais comment on trouverait tout ça réuni en une seule personne? Mais puis j'en ai aussi d'autres qui disent, mais voilà, lui, mais lui c'est un orgueilleux, lui, voilà, il est égoïste, tout ce qu'il fait, c'est tourner vers lui, il fait ça, c'est pour que lui réussisse, etc. Et deux fois, je me dis, non, je suis égoïste, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, je pense avoir une main pour partager, je pense être très social. Et puis on me dit, oui, mais tu sais, quand tu fais tout ça, mais à la fin, tu vises ta réussite, tu vois, tout est tourné vers toi. Bon, je me dis, mais pendant longtemps, dans ma jeunesse, j'ai fait pour que
que je me sorte de la condition où j'étais. Et donc, voilà, vous avez totalement raison de fois d'être projeté, ou de fois on dit « Ah, mais il a fait ceci, cela ». Tu te dis, on dirait que quelqu'un a pris ma vie, l'a vécu, et puis on me dit que c'est moi. Voilà. Mais par rapport à ça, je veux dire, comme dit l'émission, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça évidemment. Et c'est pour ça que c'est important, les faits, parce qu'il est égoïste, il est si... Sur base de quoi on dit ça? Je veux dire, il a fait ci et ça. Ah oui, ok, je comprends de quoi on parle. Mais si on n'a pas de faits derrière, dans un côté ou dans un autre, c'est difficile quelque part de se positionner. Sur base de quoi on dit que vous êtes égoïste? Maintenant, si personne n'a d'éléments tangibles à vous apporter, on dit, bon, ben, peut-être que c'est un peu n'importe quoi, mais avoir des faits, même si peut-être la lecture peut être différente, on peut peut-être se remettre en question. Ah, c'est vrai qu'on me dit que je fais ça, et c'est vrai que je fais ça régulièrement. Qu'est-ce que je fais avec ça? Mais t'es égoïste, t'es gentil, t'es beau, enfin, sur base de quoi on parle de ça, c'est difficile. Donc, le concret, les faits. Le plus important, oui. Et du coup, vous êtes après ça passé de l'enseignement à la politique aujourd'hui. Comment s'est passé le shift? Donc déjà, comment avez-vous été, je ne sais pas si je dois dire sélectionné, élu, je ne sais pas trop comment le processus se passe, mais comment vous en êtes arrivé du coup à là où vous en êtes aujourd'hui? Je crois que bon nombre de décideurs aujourd'hui, ou ceux qui sont dans les sphères, je vais dire, décisionnelles, etc., m'avaient un peu connu de par ma casquette de prof, d'orateur, de conférencier, panéliste, etc. Et donc, j'intervenais 2 fois sur les mêmes panels avec eux, parce qu'on va inviter un homme politique, on va inviter un responsable d'un établissement public, etc. Et donc, quand on discute sur un panel, dans une conférence, on sait, ah, mais tel, il a toujours tel argument, ou il plaide pour telle option. Et donc, petit à petit, les gens semblent te connaître. Donc, il ne peut plus y avoir une conférence dans le domaine minier ou quoi là, sans que on dise, ah, mais pour que ça soit représentatif, ah, il faut aussi appeler le prof Kanda. Et donc, les gens t'appellent. Et plus tu y vas, plus les gens aussi commencent à se dire, mais par rapport à tout ce que tu dis, mais pourquoi toi, tu ne te retrouverais pas à tel endroit, etc. Donc, il n'y a pas une démarche personnelle. C'est que, voilà, auprès des autorités que j'ai saluées, que ce soit ceux qui dirigent, qui ont en responsabilité le cabinet du chef de l'État ou lui-même, c'est que les échos arrivent. Et puis, à un moment, on dit, mais on a besoin de son expertise pour venir. Donc, voilà, dans mon cas, c'est ça ma lecture, parce que je n'avais jamais été ça et là pour dire, voilà, est-ce qu'il y a moyen de regarder à mon dossier, etc. Non, c'est arrivé, et je l'ai dit, c'est par reconnaissance de l'expertise que je porte. Expertise vue ou exposée par ma participation à beaucoup d'événements, tant scientifiques, des conférences, au pays ou ailleurs. C'est cette exposition-là qui me met en lumière, d'où aussi le fait de savoir se vendre, comme je dis. Hein, quand j'ai un CV, quand j'ai l'opportunité de parler, je parle comme si, voilà, il n'y aurait pas une autre occasion qu'on pourrait me donner. Donc, chaque opportunité pour moi est transformée très rapidement en un élan de recherche de victoire ou de cristallisation dans la mémoire commune de ce que je peux être. Et que si jamais quelqu'un doit penser, ah, mais le prof, ah, mais c'est celui qui avait dit ceci ou cela. Donc, il faut que je donne le meilleur de moi pour que l'image qui va être cristallisée soit celle-là. Donc, j'ai fait attention déjà en tant que prof, pour être modèle devant les étudiants, déjà comment je dois m'habiller, quel est mon comportement, parce que j'ai aussi une responsabilité éthique. Donc tout ça là fait que dans mon parcours, j'ai des interdits, j'ai des limites. Si tout le monde fait ceci, moi je ne dois pas le faire, parce que faudrait pas qu'on me prenne une photo, on dise voilà les profs, il a dansé comme un nain ou quoi. Bon. Mais non, voilà le prof, il était ivre ou quoi. Donc je mets des interdits. Mais puis j'ai une vie
chrétienne qui m'oblige aussi d'avoir un comportement modèle, etc. Donc c'est tout ça là qui fait que le réseautage, les gens témoignent, je crois, positivement de toi ou te recommanderaient facilement. Dans une sphère, on dit « Ah, mais on a besoin de tel profil. Ah, mais moi, j'en connais un. » etc. Mais c'est cet engagement-là que j'ai fait. Et j'ai un engagement citoyen, j'ai un élan patriotique. Je veux que les choses soient faites d'une manière propre, professionnelle. Hein, j'ai des principes de base, c'est le respect de l'heure, la propreté, par exemple. Dans tous mes environnements de travail, je ne tolère pas l'insalubrité. Je voudrais que les gens soient épanouis. Donc, ce principe d'avoir une machine à café où les gens vont se raconter, voilà, hier, moi, j'ai pas dormi, ou il me faut $10 parce que ma fille est malade. J'aime toujours créer ces environnements-là pour que l'interaction sociale soit. Et donc, je crois, autour de moi, ceux qui me connaissent profondément ou ceux qui m'ont côtoyé savent que ça, c'est quelque chose qui reste fondamental et ça marque certainement plus haut, on a dit, mais ce profil-là vaut. Voilà. Et quand vous recevez la nouvelle, ça vous prend par surprise ou Ah pas oui, du tout? quand je reçois la nouvelle, ça me prend par surprise. Je regarde un match de tennis US Open, il est 23h passé, j'ignore même qu'on va lire des ordonnances, etc. Et puis j'ai un appel d'un jeune frère qui m'appelle et qui me dit « Vieux », et qui dit en lingala « Ozolala ». Et puis moi j'ai dit non, je regarde le match. Maintenant, il s'étonne que je ne sois pas au courant de ce qui se passe. Et puis moi j'ai dit « Mais pourquoi tu m'appelles à cette heure ?» Il dit « Non, mais parce que je viens d'entendre à la télé, on dirait on vient de vous nommer, mais j'ai entendu Jean-Marie Kanda, Soki Namine. » Je dis, moi, mais nommé, où? Il dit, mais non, au cabinet du chef. Je dis, non, je ne sais pas. Alors, je crois que j'ai mis le doute en lui, parce que lui, il croit avoir entendu. Et moi, le concerné, je semble ne même pas être préparé à ça. Et puis, il coupe. J'appelle mon épouse, qui est taquine. Je lui dis, il paraît comment nommer vérifie. Et à elle de me dire, mais je vais vérifier où c'est toi qui connais tous ces gens-là. Et puis je dis, mais en fait, pourquoi c'est à elle que je demande de vérifier? J'appelle un de mes amis, Nathan, qui est aujourd'hui mon parsec. Je lui dis, mon cher, il paraît comment nommer. Et lui, il était à Kinshasa aussi, à l'hôtel. Il essaie de regarder sur la télé. Ça ne passe pas. J'ai un autre ami, le bâtonnier Checha. Parce que ce sont les personnes que j'ai appelées immédiatement. Qui était aussi à Kin. Je lui dis, bâtonnier, il paraît comment nommer. Mais quand je parle, je dis, il paraît, on vient de me nommer conseiller principal du chef de l'État. Il me dit, ah, lui, directement, il dit, non, non, je me réveille, je vais célébrer ça. Ça doit être toi. Vous voyez? Et puis, maintenant, je commence à avoir un nombre d'appels croissant. Et là, je me dis, il y a quelque chose réellement. Quelques 5, 6, 7 appels. Puis je reçois un appel de la professeure Nicole Toumba-Boacha, qui est directrice de cabinet adjoint au cabinet du chef de l'État. Donc, dès que j'ai vu, elle est prof, donc j'avais son contact en tant que prof. Dès que j'ai vu son appel, j'ai dit, si elle m'appelle à cette heure-ci, c'est que réellement, il s'agit de moi. Et puis, elle m'appelle et me dit, bienvenue à la maison. Waouh. Et puis, à elle, je ne dis pas que je doute, je dis merci. Puis elle dit, OK, je coupe, j'ai besoin de suivre un peu pour les autres. C'est en ce moment-là que j'ai conscience que, bon, voilà, on m'a nommé. J'avais le numéro de téléphone du directeur de cabinet, Excellence Anthony Kinzo. Donc, je lui écris pour dire, voilà, je viens de suivre ma nomination, même si je ne l'avais pas suivie moi-même. Et je voudrais dire toute ma reconnaissance à la haute autorité et à vous pour le choix porté sur ma personne. Donc, je me disponibilise à apporter mon expertise, etc. Mais je n'ai toujours pas entendu de moi-même, etc.
Donc, il a fallu au moins 2 heures du temps après que je puisse aller sur Internet, regarder, où maintenant je trouve, le président Tshisekedi vient de nommer son cabinet, blablabla. Et voilà, c'est comme ça que je découvre la nouvelle. J'espère que vous l'avez célébré quand même cette fois-ci. Je ne me rappelle pas avoir fait une espèce de fête ou que demain que je sois là, on va boire du champagne. Je ne me rappelle pas. Je ne l'ai même pas fait. Mais au fond de moi, avant d'être un honneur et une reconnaissance, c'est beaucoup une responsabilité. En fait, ce qui m'est venu à l'idée, c'était beaucoup plus le côté responsabilité. Parce que tu es dans le prolongement de la réflexion de la haute autorité, tu es à l'endroit où tes contributions seront prises en compte. Et donc, c'est une responsabilité parce que tu peux faire orienter une décision, etc. Donc, il faut que ton expertise soit avérée, il faut avoir tous les éléments utiles. Donc, avant que je ne me rende compte que, voilà, c'est une reconnaissance, c'est bien, etc., c'est beaucoup plus ma responsabilité. Je me dis, voilà, donc, si on échoue, on dira, voilà, ces conseillers-là ont mal fait, etc. Donc, c'est ce sentiment. Mais je ne me rappelle pas, et je ne l'ai pas fait déjà. Peut-être 3 semaines après, j'ai partagé un repas avec des amis pour dire, voilà, ok, je devrais aller vivre à Kinshasa, etc. Mais ça n'a pas été instinctif. Non, j'ai pas eu ça. En tout cas, ici, on vous célèbre avec une tasse de thé. Félicitations encore. Voilà, Félicitations. Déjà que ça fait nos vies, vos voix, donc c'est très inspirant. Donc aujourd'hui, une voix pour une vie. Et voilà, c'est que ça a apporté. Donc je suis très, très heureux de participer à cette activité. J'espère que je vais me suivre après. Et puis, tout cela avec qui on doit rédiger un peu mon parcours, ma biblio. Donc, voilà, peut-être que j'ai dit des choses aujourd'hui qui peuvent être enregistrées sans aller dans les détails, etc. N'oubliez pas de nous citer aussi. C'est ça. Nous citerons nos vies, nos voix, et comme pour dire, voilà, des gens qui ont cristallisé dans la mémoire collective. J'espère que ma petite vie va permettre à ceux qui vous suivent au quotidien de se dire, voilà, on peut venir d'un milieu modeste et fonder un environnement qui ne soit plus modeste. Et voilà, c'est tout ce que j'ai. Je relate souvent mes dernières discussions. Dernièrement, j'ai discuté avec mon fils qui a 23 ans, Dixon, et il me dit tout simplement, mais papa, j'ai l'impression qu'il est difficile d'être votre fils. Et puis je lui dis, mais pourquoi? Il dit, mais parce que, voilà, je ne peux plus faire ceci, parce qu'on va dire, mais le fils d'un tel, il l'a fait, etc. Mais, puis je le regarde, je dis, mais c'est compliqué. Je dis, mais non, il faut que tu vives ta vie, mais tout en sachant que, voilà, il y a des choses aujourd'hui qui ne devront pas être permises, même si tu en as droit, parce que je ne dirais pas, il y a un regard extérieur qui porte un jugement, qui deux fois, je trouve, est-ce qu'il faut s'en foutre ou quoi, ou il faut deux fois en tenir compte. Mais voilà. Et puis, au fond de moi, je me dis, j'ai vécu long. Mon père est décédé à 45 ans, j'ai vécu plus que lui. Est-ce que c'est que je suis devenu aujourd'hui, s'il avait été vivant, ça aurait été le même parcours? Est-ce que je devrais beaucoup plus influencer le choix de mon fils ou pas? Est-ce que je peux le laisser aussi faire comme si je n'étais pas là pour qu'il fasse ses choix de vie? Voilà. Pendant longtemps, il a voulu aller au Canada, j'ai fait. Puis à un moment, j'ai décidé pour dire, bon, voilà, ça ne va pas, on tente, on n'accorde pas les visas d'études, donc je t'oblige de faire ceci. Mais bon, voilà. Mais j'ai toujours tendance à leur laisser aussi la capacité de pouvoir un peu prendre des décisions d'orientation en me disant, si moi, je peux dire j'ai réussi aujourd'hui, mais j'ai réussi par mes choix, je peux dire personnels. À part cette première interpellation trop tôt de ma mère qui me disait, tu veux être seulement enseignant. Et vous savez, aujourd'hui, quand j'ai dit à ma mère, mais tu vois, je suis enseignant, elle dit non,
tu es professeur, docteur, ingénieur. Moi, je dis oui, mais j'enseigne. Voilà. Mais pour elle, je ne devrais pas enseigner en étant passé par ISP, etc. Voilà. Et alors, pour clôturer, si vous pouviez adresser un mot à votre vous de 18 ans, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? Je me dirais quel parcours. En tout cas, j'ai mes petites photos. J'aurais bien voulu les avoir, celles vraiment. Hein, mais je me dirais, voilà, tu as tenu bon. Et voilà, j'ai oublié mes larmes. J'ai pleuré beaucoup. Parce que dans mes divers, si je dois utiliser l'expression placement, vous savez, quand vous devez vivre dans des familles, entre guillemets, d'accueil, qui m'ont quand même accueilli, pas parce que un officiel de services sociaux est allé leur dire « mettez-le », au Congo ça n'existait pas, mais c'est un concours de circonstances, un ami parle à sa grande sœur pour dire « mon ami là, il a du potentiel, s'il reste dans cet environnement-là, on le perd ou il échoue, est-ce qu'il peut vivre avec nous ?» Et puis on t'accepte, tu intègres une famille, vous savez, où tu apprends à vivre avec ceux qui étaient des inconnus, mais qui sont qui sont la famille d'un de tes amis proches, ou que tu te retrouves dans une autre famille où tu n'as aucun lien de famille de départ, et qui t'ouvre les portes, etc. Mais les réalités de chaque maison, de chaque famille sont différentes, mais toi, tu dois accepter toutes les conditions de là, avec un droit de réserve, parce que tu ne vas pas aller dire à l'extérieur que, tu sais, là où j'habite hier, on ne m'a pas donné à manger. Oui, mais est-ce que tu en avais droit? Au moins, tu as dormi. Ou qu'ailleurs, qu'on dise, ah, mais on me donne trop de boulot là-bas, est-ce que je peux... Je n'avais pas de choix. Donc, toutes les conditions qui m'étaient offertes, tout ce que j'avais à faire, c'était me rassurer que j'avais un toit pour dormir et une table où je devais mettre mes feuilles et étudier. C'était tout ce qui importait pour moi. Que je mange, que je ne mange pas, que je travaille, tout ce qu'il fallait que je me rassure. Je vais quand même dormir. Le matin, je me réveillerai, je vais travailler, puis j'irai quand même au campus. Ce qui fait qu'à un moment, j'étais en première année, en premier grade ou en deuxième grade, il arrivait avec des amis de ma promotion, on décidait de dormir à la faculté. Et comme par hasard, beaucoup d'entre nous, c'était que si on rentrait dans nos maisons, on avait la possibilité de ne pas y manger. Si on restait à la faculté, on avait aussi la possibilité de ne pas manger. Mais en restant à la faculté ensemble, on étudiait, on partageait les connaissances et on faisait le choix de dire, bon, ici ou là-bas, on ne va pas manger. Mais si chacun rentre seul, et s'il ne comprend pas un truc, il est seul au loin, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Donc, est-ce qu'on ne peut pas rester ensemble ici? On restait. Sur 10 de ma promotion, quand moi je suis en terminale, un est décédé, paix à son âme, il en est resté 9. Sur les 9, 5 ont distingué. Sur les 5 qui ont distingué, 2 sont devenus professeurs d'université brillants, dont moi-même, mais tous les autres ont un parcours brillant. Donc je trouve que les choix de l'époque-là nous ont portés. Tous mes collègues de promotion sont fiers. Ils disent, si toi tu as réussi, donc nous pouvons aussi y accéder. Donc à ce jeune-là de 18 ans, je dis vraiment quel parcours. Et il ne faut pas oublier d'où on vient. Ça, je me l'ai dit chaque fois. Et puis j'ai dit toujours, tout est grâce. Voilà. Et vous, docteur, un mot de la fin? J'ai plein de mots que j'aurais envie de dire, mais je vais essayer d'être synthétique. Mais déjà, pour répondre à votre foi, vous dites tout est grâce, vous avez dit, je pense. J'ai envie de dire aussi l'humilité précède la gloire, parce que avouer, voilà, moi j'ai pas mangé, moi j'ai pas ci, vous n'êtes pas en train de faire, comme diraient les jeunes, le gros mytho, moi. Non, vous expliquez votre parcours clairement, honnêtement, et ça, je pense que ça, c'est vraiment, oui, c'est le mot qui me vient, c'est l'humilité précède la gloire. Vous avez parlé à un moment, mais quand je me produis quelque part, je sais pas comment vous l'avez dit, mais je donne tout, comme si c'était la dernière ou la seule opportunité. Et ça, c'est super important. C'est vraiment être dans l'instant présent. Là, aujourd'hui, j'ai une opportunité, je fais ce que j'ai à faire. Demain, ce qu'il y aura, je ne sais pas, mais c'est ici et maintenant que je donne tout.
Et je dirais encore par rapport à votre foi, encore une fois, mais la foi, c'est un élément qui apporte la résilience. Les études montrent ça, que les gens qui ont la foi ont une plus grande résilience, ils ont quelque chose de fort sur lequel ils s'appuient malgré les difficultés de la vie, et votre vie est un témoignage de ça. Je pense que j'avais encore d'autres choses à dire, mais je les ai oubliées. Et donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre témoignage, vraiment inspirant. Merci. Il y a certainement plein des figures marquantes de ma vie que j'aurais pu citer. Le pasteur Albert Lukusa, la rencontre avec un prof comme prof Mwema, prof Jean Freinet ou prof Kalenga, des amis comme Maître Olivier, François Dacha. Il y a plein de gens dans mon parcours qui ont joué un rôle exceptionnel, quoi. Donc, des gens, vous savez, vous avez ces amitiés-là où cette même veste-là, vous pouvez l'interchanger selon les circonstances. Elle appartient à tel ou à tel autre. Et donc, même si on dit, mais on dirait la veste de l'autre, mais hein, on s'en fout. De toute façon, on est un pour ça. Et aujourd'hui, quand on se regarde, on rigole un peu, on a tout oublié. Oui. Donc, que j'ai 10 paires de chaussures ou 20 aujourd'hui, je me dis, ah, bon voilà, il m'est arrivé au moment où j'avais une paire de Jalat, à l'époque on appelait Jalat, c'est des safety shoes, c'est des chaussures de sécurité. Okay. À l'usine, on les portait. Et à mon temps, on ne les vendait pas au magasin pour tout le monde. C'est les entreprises, la GECAMIN, la SNCZ à l'époque, qui l'avaient pour ces travailleurs. Donc, quand tu l'avais en tant qu'enfant, c'est que c'était un don. Et vous savez, quand tu choses une pointure 42 et qu'on te donne 44, tu n'as pas d'autre choix que de porter. Et puis, tout le monde sait que c'était gratuit, on t'a donné, mais tu vas vivre avec. C'est des trucs que je me dis, waouh, c'est pas évident. Peut-être un dernier mot par rapport à ce que vous venez de dire. Il y a un auteur qui s'appelle Stephen Covey, que je cite beaucoup à mes patients, ils vont reconnaître ça. Surtout ce livre qui s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Il y a un mot qu'il utilise, peut-être que d'autres l'ont utilisé, mais moi je l'ai vu dans ce livre-là, c'est l'interdépendance. On parle souvent de l'indépendance, je me fais tout seul. Et lui, il dit, mais au fond, c'est beaucoup plus fort d'être interdépendant. On n'a pas toutes les mêmes capacités. Moi, je suis fort en maths, toi, t'es fort en français, toi, t'es ci, toi, t'es ça. Et si chacun donne ses meilleures capacités et qu'on met tout ça dans une espèce de pot commun, comme vous expliquez, avec toutes ces personnes, on va aller beaucoup plus loin. Hein, on dit qu'à plusieurs, on va plus loin, même si tout seul, on va plus vite. Donc, vraiment, ce mot d'interdépendance, je pense que c'est un beau témoignage d'interdépendance et on voit le résultat. Exact. En tout cas, merci beaucoup. Je peux aussi vous appeler docteur, comme vous avez dit. Donc, merci beaucoup, docteur, d'avoir été avec nous en ce début d'année. Je pense qu'on a tous besoin d'un petit boost de motivation. Et moi, ce que je retiens de votre témoignage, c'est vraiment que la personne qu'on est aujourd'hui ne détermine pas qui on sera demain. Et on en a tous besoin. Je le prends pour moi et ça vivra en moi longtemps, je peux vous l'assurer. Et encore une fois, on vous célèbre. Encore félicitations pour la nomination. Et alors, merci encore, docteur, d'avoir été avec nous, d'avoir apporté votre expertise. C'est toujours un plaisir. Avec grand plaisir aussi de mon côté. Et alors, merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été là pour le premier épisode de la 2e saison. On se dit à très bientôt. Bye bye. Bye. Au revoir. La santé sociale, la santé physique, c'est psychologique, la santé mentale.